Imagine que toute votre vie, vous avez vécu dans une vieille maison, sombre et pleine de fissures. Chaque pièce représente une croyance, une peur, une habitude que vous avez apprise sans même vous en rendre compte. Au début, cela vous semble normal. Ensuite, même si le toit fuit et que les murs craquent, vous vous convainquez que c'est ainsi que cela doit être. Jusqu'au jour où vous réalisez la vérité la plus inconfortable. Si vous voulez une vie différente, il ne suffit pas de décorer cette maison brisée. Vous devez la démolir. Vous devez y mettre le feu et en construire une nouvelle à partir des cendres. C'est ainsi que fonctionne la reprogrammation mentale. Il ne s'agit pas de changer quelques pensées positives, et c'est tout. Il ne s'agit pas de lire de jolies phrases sur Instagram et d'espérer vous sentir mieux. Il s'agit de détruire tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous maintient petit, faible, endormi. Il s'agit de vous confronter à vous-même de face, sans masque, sans excuse, sans demander la permission. Changer votre vie, c'est brûler l'ancienne version de qui vous êtes, même si cela fait mal, même si cela vous fait peur, même si le monde entier vous dit qu'il est plus facile de rester comme vous êtes. Je ne vais pas vous mentir, c'est un chemin brutal, c'est inconfortable, c'est solitaire. Mais c'est le seul qui vaut la peine si vous voulez vraiment vous transformer. Ici, nous ne venons pas chercher du réconfort, nous venons construire du pouvoir. Un pouvoir réel, le type de pouvoir qui naît lorsque vous maîtrisez votre esprit et, avec lui, votre destin. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 leçons qui combinent la brutalité honnête de la philosophie stoïcienne, la précision chirurgicale des neurosciences et les pratiques réelles de croissance consciente. 8 armes qui, si vous décidez vraiment de les utiliser, vont complètement changer le champ de bataille dans votre tête. Mais je vous préviens, rien de tout cela ne sert si vous ne le comprenez qu'à un niveau intellectuel. Vous devez le vivre, le respirer, devenir cela. Alors, si vous êtes prêt à incendier l'ancienne maison et à construire quelque chose digne de qui vous pouvez vraiment être, commençons. 1. Regarde-toi avec des yeux de conscience, pas de jugement. Imagine que tu as passé toute ta vie à marcher avec un miroir brisé collé au visage. Chaque fois que tu essaies de te voir, tu ne vois que des morceaux déformés. L'un exagère tes erreurs, l'autre minimise tes réussites, un autre invente des défauts qui n'existent même pas. Mais comme tu n'as jamais enlevé ce miroir, tu jurerais que cette image brisée, c'est toi. Tu t'habitues tellement à la distorsion que tu ne la remets même pas en question. La vérité, la plupart d'entre nous vit piégés dans ce reflet faux, se jugeant brutalement pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons fait, pour ce que nous n'avons pas pu être. La première étape pour reprogrammer ton esprit n'est pas de t'exiger plus, ce n'est pas de te fixer de nouveaux objectifs de force, c'est d'apprendre à te regarder d'une autre manière. Pas avec la loupe du jugement, mais avec la lampe de la conscience. Et non, je ne parle pas de devenir un être de lumière qui se pardonne absolument tout. Je parle de te voir tel que tu es, sans artifice, sans masque, sans le fouet constant de la culpabilité. La conscience ne nie pas tes erreurs, elle les reconnaît, mais elle ne les transforme pas en une sentence éternelle. La conscience voit tes chutes, mais elle reconnaît aussi ta capacité à te relever. Te juger, en revanche, ne fait que te chaîner au même cycle de culpabilité, d'auto-abandon et de stagnation. Et si tu veux vraiment transformer ta vie, tu ne peux pas te permettre de rester prisonnier d'un reflet déformé. Le stoïcisme le dit très clairement. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'arrive. Et pour pouvoir choisir librement, tu dois d'abord voir les choses telles qu'elles sont. Pas comme ton esprit endommagé te dit qu'elles sont. Tu dois apprendre à t'observer comme un médecin observe son patient, sans haine, sans pitié, sans drame bon marché. Juste des données, juste des faits, juste la vérité. As-tu échoué? Bien, tu le reconnais. As-tu fait une erreur? Bien, tu l'acceptes. Ressens-tu de la peur, de la colère, de la tristesse? Bien, tu l'admets, mais tu ne te noies pas dedans. Tu ne restes pas coincé dans le même bourbier émotionnel. Voir est le premier acte de pouvoir, parce que tant que tu ne vois pas clairement, tu ne peux rien changer. Regarde-toi en silence, sans te parer, mais sans te détruire non plus.
Observe ta peur, ta paresse, ta colère, ta douleur. Pas depuis la voix qui t'insulte, mais depuis la voix qui veut comprendre d'où tout cela vient. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque blessure que tu traînes a une histoire derrière elle. Et tant que tu continues à te juger, tu n'entendras jamais cette histoire. Tu continueras à la répéter en pilote automatique, croyant que c'est ainsi que tu es, que c'est ainsi que sont les choses, que rien ne peut changer. Mais tu peux. Seulement si tu te fais face. Seulement si tu lâches le fouet du jugement et lèves la lanterne de la conscience. Seulement si tu es capable de te regarder avec le même niveau d'honnêteté brutale que tu utiliserais pour réparer quelque chose que tu aimes vraiment. Personne ne construit la grandeur en se détestant. Personne n'évolue à partir de la culpabilité. Le vrai changement commence lorsque tu cesses d'être ton propre bourreau et deviens ton propre témoin. De là, de ce regard sans artifice ni punition, tu peux commencer à prendre des décisions différentes. Tu peux commencer à écrire une histoire différente. Alors aujourd'hui, brise le miroir brisé. Arrête de te regarder avec des yeux de jugement. Regarde-toi avec la conscience brutale de celui qui est prêt à tout voir pour finalement tout changer. 2. Remets en question chaque croyance qui t'a maintenu petit. Imagine que ton esprit est comme une maison que tu as héritée sans la remettre en question. Chaque brique est une croyance. Je ne suis pas assez, ce n'est pas pour moi. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Le succès est pour les autres. Personne ne t'a demandé si tu voulais y vivre. Tu es simplement né dans cette maison et tu as supposé que c'était ton seul foyer. Les années passent. Et même si tu te sens piégé, même si la maison s'effondre sur ta tête, tu restes là parce que quelqu'un t'a convaincu qu'il n'y a rien de mieux à l'extérieur. Sais-tu ce qui est le plus tragique? Cette maison n'a pas de serrure. C'est toi qui choisis de ne pas sortir. La deuxième étape pour reprogrammer ton esprit est de mettre en doute absolument tout ce que tu as un jour pris pour acquis à propos de toi. Tout. Surtout ce qui te maintient petit, faible, invisible. Car chaque croyance limitante que tu traînes est une chaîne que tu renforces chaque jour. Et tu ne peux pas construire une grande vie si ton esprit reste ancré à des fondations pourries. La philosophie stoïcienne te l'apprend à la dure. Ne souffre pas pour ce que tu ne contrôles pas. Et parmi ce que tu contrôles, il y a ta façon de penser. Personne ne peut te forcer à croire que tu es moins que ce que tu peux être. Seul toi peux soutenir cette idée ou la détruire. La neuroscience est encore plus crue. Chaque croyance répétée active un réseau neuronal dans ton cerveau. Et plus tu répètes une idée, plus ce circuit devient fort. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas capable », ce réseau se renforce comme un muscle entraîné à abandonner. Et à l'inverse, chaque fois que tu remets en question une croyance limitante, tu affaiblis son pouvoir sur toi. Mais attention, remettre en question n'est pas nier. Il ne s'agit pas de te mentir avec des affirmations bon marché de développement personnel. Il s'agit de regarder chaque croyance dans les yeux et de lui demander « qui t'a mise là ? À quel moment ai-je décidé que c'était vrai ? Quelle preuve réelle as-tu pour continuer à contrôler ma vie ?» Et lorsque tu réponds honnêtement, tu te rends compte de quelque chose de brutal. La plupart de tes limitations ne sont pas réelles. Ce sont des constructions mentales, des chaînes invisibles que quelqu'un, tes parents, ton environnement, ta version brisée du passé, t'a imposée et que tu continues de choisir de porter. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer cela. Ce n'est pas facile. Ton esprit va se battre. Il va chercher des excuses. Il va te rappeler chaque échec pour te convaincre qu'il est plus sûr de rester recroquevillé. Mais c'est là que ta nouvelle conscience entre en jeu. C'est là que tu choisis d'être celui qui ose penser différemment. On t'a dit que tu n'es pas bon pour parler en public? Remets-le en question. On t'a dit que tu ne peux pas gagner plus d'argent? Remets-le en question. On t'a dit que tu seras toujours insécurisé, faible, moyen? Remets-le en question. N'accepte aucune affirmation qui ne te sert pas à grandir. Mets-la sous la loupe.
Ce coup-là, démolis-la. Remettre en question est l'acte de liberté le plus puissant. Il n'y a pas de reprogrammation mentale sans rébellion interne. Il n'y a pas de croissance sans détruire les faux plafonds que d'autres t'ont installés dans la tête. Alors, commence aujourd'hui. Prends un cahier, écris toutes les phrases que tu as crues à propos de toi, et une par une, dépouille-les de leur autorité. Tu ne leur dois pas de loyauté, tu ne leur dois pas de respect. Tu ne dois de loyauté qu'à la version la plus puissante de ce que tu peux devenir. La véritable transformation commence lorsque tu comprends que tu n'es pas tes croyances, tu es celui qui choisit en quoi croire. Brise la vieille maison, sors dans le monde réel, construis une nouvelle identité à partir de la vérité, pas de la peur. 3. Réécris l'histoire que tu as répétée trop longtemps. Chaque personne marche en portant un livre invisible sur son dos, écrit avec de vieilles histoires, échecs, trahisons, peurs, honte. Page après page, ces histoires se répètent comme une malédiction silencieuse. Sans nous en rendre compte, nous relisons ces mêmes lignes chaque matin. Je ne suis pas fait pour ça, ça se passe toujours mal pour moi, je ne vais jamais changer. Et comme de bons lecteurs obéissants, nous agissons selon ce scénario. Nous nous convainquons que ce livre est notre vie, qu'il n'y a aucun moyen d'en arracher les pages. Mensonge. Le stylo a toujours été dans ta main, seulement personne ne t'a appris à l'utiliser. La troisième étape pour reprogrammer ton esprit est d'une simplicité brutale à comprendre, mais d'une difficulté sauvage à appliquer. Tu dois réécrire l'histoire que tu as portée toute ta vie. Pas la maquiller, pas la couvrir de jolies phrases, la réécrire vraiment de fond en comble. Le stoïcisme le rend clair. L'interprétation que nous faisons des faits, et non les faits eux-mêmes, est ce qui détermine notre souffrance. Épictète l'a crié il y a 2000 ans. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends vraiment cela, les portes d'un pouvoir immense s'ouvrent à toi. Tu n'es pas la victime de ton histoire, tu en es l'auteur. Et même si tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé, tu peux décider de la signification à lui donner. Tu peux prendre cet abandon, cette trahison, cette erreur, et en faire le premier chapitre de ta nouvelle vie. Ou tu peux continuer à utiliser ces pages comme excuse pour ne jamais bouger. C'est toi qui décides. Du point de vue des neurosciences, cet acte a un nom. Neuroplasticité. Ton cerveau peut réécrire ses propres connexions si tu décides de changer la façon dont tu interprètes ton passé. Chaque fois que tu racontes une histoire différente sur toi-même, tu renforces un nouveau circuit. Chaque fois que tu répètes que tu n'es pas ta douleur, mais ta capacité à renaître, ton esprit commence à le croire. Et crois-moi, un esprit qui croit en sa capacité de transformation est un esprit imparable. Mais il y a un piège. Réécrire l'histoire fait mal. Parce que cela implique de tuer l'ancienne version de toi-même, celle qui se sentait à l'aise dans le rôle de victime, celle qui trouvait refuge dans la plainte, celle qui pouvait justifier sa paralysie en disant « c'est comme ça que je suis ». Réécrire signifie renoncer à tout cela. Et tout le monde n'a pas le courage de le faire. Si tu es ici, c'est parce que tu as en toi quelque chose qui refuse de mourir dans la même boue que d'habitude. Quelque chose qui en veut plus. Non seulement rêver plus, être plus. Et cela commence maintenant. Pense à l'histoire que tu t'es racontée toutes ces années. Quelles phrases se répètent? Quelles blessures continues-tu à utiliser comme excuse? Décide, veux-tu continuer à être le personnage brisé d'un roman triste ou veux-tu être le protagoniste brutal d'une histoire de renaissance? Tu n'as pas besoin de permission pour changer le récit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'approuve. Tu as juste besoin de prendre le stylo et de commencer à écrire quelque chose de nouveau, même si ta main tremble au début, même si chaque mot te fait mal. Écris avec courage, écris avec colère si nécessaire, mais écris une histoire digne de qui tu veux devenir. Parce que si tu ne prends pas le contrôle du scénario, d'autres continueront à l'écrire pour toi. Et ils ne t'écriront pas une fin heureuse. Aujourd'hui, réécris. Ou accepte de vivre piégé dans un livre qui n'a jamais été le tien. 4. Ressens dans ton corps la vérité de ta nouvelle identité. Une graine n'a pas la forme d'un arbre.
Mais en elle réside déjà toute la force, toute la sagesse, tout le potentiel qui un jour la feront toucher le ciel. Peu importe si tu la vois petite, fragile ou insignifiante, la vérité n'est pas dans son apparence, mais dans ce qu'elle porte écrit en elle. Et la seule façon de devenir quelque chose de plus grand est de faire confiance à cette vérité, même si elle n'est encore visible pour personne. Quand tu décides de reprogrammer ton esprit, quand tu décides de réécrire ton histoire, il ne suffit pas de le penser. Il ne suffit pas de le dire. Tu dois le ressentir. Tu dois faire en sorte que cette nouvelle identité que tu veux construire cesse d'être une idée et commence à être quelque chose que ton corps reconnaît comme réel. Parce que tant que tu ne le répètes que dans ta tête, tant que tu ne l'écris que dans un cahier ou que tu ne le lis que dans un livre, rien ne va absolument changer. La véritable transformation commence lorsque ta physiologie, tes gestes, ta posture, ta respiration, tout ton être commence à agir comme celui que tu es déjà en puissance, pas comme celui que tu as été. Le corps a une mémoire. Chaque émotion, chaque croyance, chaque histoire que tu te répètes depuis longtemps a laissé une empreinte dans la façon dont tu te déplaces, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu respires. Si tu veux être quelqu'un de différent, tu dois commencer par briser ces empreintes physiques qui te lient à ton ancien moi. Tu ne peux pas continuer à marcher comme quelqu'un qui est vaincu et espérer te sentir invincible. Tu ne peux pas continuer à te recroqueviller devant la vie et vouloir la dévorer. Tu dois habiter ton nouveau moi, même si au début cela te semble inconfortable, même si au début cela fait mal comme un muscle qui a été atrophié trop longtemps. Ressentir dans ton corps la nouvelle identité signifie pratiquer le changement dans les choses les plus basiques. Il ne suffit pas de t'imaginer fort, déterminé, libre. Tu dois te déplacer comme tel. Tu dois respirer profondément, te redresser, occuper de l'espace, regarder en face, parler depuis ton ventre, marcher comme si tu savais que tu mérites d'être là où tu es. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'entraînement. Ton cerveau a besoin de signaux physiques constants pour reconstruire sa carte de qui tu es. Et ces signaux commencent dans chaque acte quotidien que tu fais sans t'en rendre compte. Si tu veux être quelqu'un de plus fort mentalement, ton corps doit cesser d'obéir au modèle de la victime, du faible, de celui qui attend que quelqu'un vienne le sauver. Chaque matin, chaque conversation, chaque moment où tu sens que tu retombes dans de vieilles postures, dans de vieilles façons de respirer ou de bouger, tu as une occasion de réaffirmer qui tu choisis d'être. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'incarner. Il s'agit de construire de l'intérieur vers l'extérieur, avec chaque fibre de ton être. L'esprit suit le corps autant que le corps suit l'esprit. Ne sous-estime pas le pouvoir brutal de te sentir comme celui que tu veux être. Ne le laisse pas seulement dans la théorie. Pratique-le comme un guerrier pratique sa technique. Encore et encore, jusqu'à ce que cela cesse d'être un effort conscient et devienne ta nouvelle nature. Tu ne vas pas te réveiller un jour et te sentir différent juste comme ça. Tu dois construire ce sentiment tous les jours, jusqu'à ce que ton système nerveux le reconnaisse comme normal, jusqu'à ce que ton corps dise « c'est moi maintenant », avant même que tu puisses le penser. Tu n'es pas une victime coincée dans son ancienne histoire physique. Tu es une force en construction. Et chaque pas que tu fais dans la direction de ta nouvelle identité, chaque respiration qui ancre ta présence, chaque geste qui soutient ton pouvoir, t'éloigne de l'ombre de celui que tu as été et te rapproche de la grandeur qui était déjà semée en toi. Ne le pense plus. Ressens-le, habite-le, transforme-le en chair et laisse ton corps être le premier témoin de l'être indestructible que tu es en train de naître. 5. Répète dans ton esprit la grandeur que tu es en train de construire. Un esprit sans direction est comme un archer tirant des flèches dans l'obscurité. Il peut lancer 100 tirs par jour, mais sans une cible claire, il ne va jamais toucher quoi que ce soit qui compte vraiment. Et peu importe la force qu'il met dans le tir, la technique qu'il perfectionne, s'il ne sait pas où il vise, chaque effort finit gaspillé dans le vide. C'est ainsi que fonctionnent les pensées lorsque tu ne t'en occupes pas. Elles sont tirées n'importe où, la plupart du temps vers la peur, le doute ou la médiocrité. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas.
L'esprit a besoin d'être entraîné comme n'importe quel muscle. Il ne suffit pas de ne pas vouloir penser négativement. Il ne suffit pas de vouloir avoir confiance. Il faut répéter tous les jours le type de grandeur que tu veux construire en toi. Tout comme un musicien répète chaque note jusqu'à ce que ses doigts bougent seuls, tu dois répéter mentalement la version de toi que tu veux devenir, jusqu'à ce que ton cerveau, ton système nerveux et ton identité complète l'acceptent comme quelque chose de réel. Quand je parle de répéter la grandeur, je ne parle pas de fantasmes vides. Il ne s'agit pas de visualiser des châteaux dans les airs et d'espérer que la vie te les offre. Il s'agit de construire dans ton esprit des scénarios où tu agis comme l'être que tu veux être. Il s'agit de te voir prendre des décisions difficiles avec force, de te voir tenir ta parole quand personne ne te regarde, de te voir gagner des batailles internes où avant tu abandonnais sans combattre. Ce n'est pas rêver, c'est s'entraîner. Le cerveau ne sait pas différencier ce que tu imagines vivement et ce que tu expérimentes dans le monde réel. Chaque fois que tu répètes mentalement un nouveau comportement, tu renforces les connexions neuronales qui te permettent de l'exécuter plus facilement quand le moment vient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée avec une intention consciente. La question est, quel type d'entraînement mental fais-tu tous les jours? Quelles histoires répètes-tu dans ta tête? Quel scénario répètes-tu? Si tu ne contrôles pas cela, ton esprit, par défaut, va continuer à répéter tes pires peurs, tes insécurités, tes limites. Et peu importe combien d'opportunités te sont présentées, si dans ton esprit tu continues d'être petit, dans ta vie, tu continueras d'agir comme quelqu'un de petit. Chaque jour, tu as un choix brutal devant toi. Soit tu t'entraînes à la grandeur, soit tu t'entraînes à la médiocrité. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de jour de congé. L'esprit ne se repose pas. Il construit toujours quelque chose. Si tu ne lui donnes pas un projet clair, il va construire la même vieille maison qui te retient. C'est pourquoi, chaque matin, chaque soir, à chaque moment où tu le peux, consacre quelques minutes à visualiser avec une clarté brutale cet être que tu es en train de forger. Ne le vois pas seulement, ressens-le dans ton corps. Marche comme tu marcherais si tu étais déjà cette personne. Parle comme tu parlerais. Respire comme tu respirerais. Entre dans le personnage de ta propre grandeur jusqu'à ce qu'il ne semble plus être un personnage, jusqu'à ce qu'il devienne ta seconde peau. Ne laisse pas ton esprit à la dérive. Ne laisse pas les vieux schémas te programmer pendant que tu te convaincs que tu travailles dur. Répéter dans ton esprit est aussi réel et aussi important que n'importe quelle action externe que tu prends. Construire la vie que tu désires commence bien avant que les autres puissent la voir. Elle commence dans l'obscurité de ta propre tête, où tu choisis chaque jour si tu vas être l'archer qui tire dans l'obscurité ou le guerrier qui vise avec une précision brutale vers son but. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas des résultats immédiats. Répète encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit ne puisse plus concevoir une autre réalité que ta propre grandeur. 6. Fais de l'entraînement mental ton premier acte de chaque jour. Un château ne se construit pas en une nuit. Il se dresse pierre par pierre, jour après jour, sans excuse, sans le remettre à plus tard, parce qu'il pleut ou qu'il fait du tonnerre. Peu importe si au début, il ne semble être qu'un tas de décombres. Ce qui compte, c'est qu'il y ait chaque jour une brique de plus mise au bon endroit. Chaque jour compte. Chaque acte compte. La grandeur se construit dans la répétition disciplinée de ce que beaucoup ne voient pas. Et si ton esprit est le château d'où tu dirigeras ta vie, alors ton entraînement mental ne peut être ni optionnel ni aléatoire. Il doit être le premier acte que tu accomplis chaque jour, comme un acte de respect envers l'être que tu choisis de créer. Ce que tu fais dans la première heure de ta journée programme la qualité de ton esprit pour tout ce qui suit. Si tu la laisses en pilote automatique, courant après le téléphone, les nouvelles, les tâches urgentes, tu renonces à ton pouvoir avant même de commencer à te battre. Tu donnes ton focus, ton énergie et ta force interne à des stimuli qui ne construisent rien en toi. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens réactif, faible, démotivé. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'entraînement.
Seulement, tu t'entraînes pour la médiocrité sans t'en rendre compte. L'entraînement mental conscient est simple, mais brutalement puissant. Dès que tu te réveilles, avant de donner ton attention au monde extérieur, prends le contrôle de ton monde intérieur. Cela peut être aussi basique que de respirer consciemment pendant 5 minutes, visualiser tes objectifs avec ferveur, lire un principe qui te rappelle qui tu choisis d'être, ou simplement t'asseoir en silence pour observer tes pensées comme un veilleur qui ne laisse aucune saleté entrer dans sa forteresse. Ce qui est important, ce n'est pas la technique que tu utilises, mais l'acte symbolique qu'elle représente. Avant d'appartenir au monde, tu t'appartiens à toi-même. Avant d'obéir aux demandes extérieures, tu choisis ta direction intérieure. Avant de réagir comme un automate, tu décides d'agir comme un être conscient qui construit sa vie avec intention. S'entraîner l'esprit chaque matin n'est pas un luxe spirituel, c'est de la survie psychologique. Chaque jour, il y a des batailles à affronter, peur, tentation, fatigue, échec, doute. Si tu ne pars pas à la guerre mentalement préparé, tu vas tomber avant de tirer le premier coup. Si tu ne conditionnes pas ton esprit pour gagner, le monde va le conditionner pour que tu perdes. Et le monde ne montrera pas de pitié. N'attends pas la motivation pour le faire. La motivation est un visiteur capricieux. L'entraînement est une décision. Chaque jour, quoi que tu décides, tu t'entraînes à quelque chose. Ta force ou ta faiblesse, ton but ou ta dispersion, ton pouvoir ou ta résignation. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment reprogrammer ton esprit, tu dois le traiter comme ce qu'il est, ton atout le plus précieux. Et aucun atout ne se renforce juste comme ça. Il se renforce dans la répétition, dans l'attention quotidienne, dans la constance brutale que d'autres ne sont pas prêts à maintenir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule secrète, il y a de la discipline, il y a de la décision, il y a des matins où tu ne veux pas le faire, mais tu le fais quand même. Et là, dans ces moments où tu vainques la voix intérieure qui veut t'abandonner, où tu choisis ton entraînement mental au-dessus du chaos extérieur, c'est là que chaque brique invisible de ton château commence à prendre forme. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, souviens-toi de ceci. Soit tu entraînes ton esprit comme un guerrier qui se prépare pour la guerre, soit tu le livres à l'ennemi sans combattre. La vie n'attend pas que tu sois prêt, la grandeur non plus. Choisis de t'entraîner avant que la médiocrité ne s'entraîne pour toi. 7. Reconnais les vieilles voix et choisis de ne pas leur obéir. Dans chaque esprit existe un vieux théâtre, à moitié en ruine, où les mêmes voix de toujours continuent de jouer une pièce répétée. Des voix de peur, des voix de doute, des voix qui récitent le scénario de tes échecs et de tes blessures, avec la même passion que le premier jour. Même si tu as changé de scène, même si ta vie a avancé, ces voix sont toujours là, agissant comme si tu étais encore le même être brisé qu'avant. Et si tu ne te lèves pas de ton siège et ne sors pas de ce théâtre, tu finiras par vivre la même histoire encore et encore, même si le monde à l'extérieur a complètement changé. Reprogrammer ton esprit ne signifie pas détruire ces voix de force. Cela signifie les reconnaître, les écouter, les regarder droit dans les yeux et ensuite prendre la décision consciente de ne pas leur obéir. Parce que ces voix ne sont pas toi. Ce sont des fragments d'un passé qui ne te définit plus, mais qui continuent de crier comme s'ils avaient encore du pouvoir sur toi. Chaque fois que tu veux essayer quelque chose de nouveau et que tu entends cette voix te dire « tu n'es pas assez », ce n'est pas toi qui parles. C'est l'écho d'une vieille blessure qui a appris à se protéger en sabotant chaque pas que tu essayais de faire. Chaque fois que tu doutes de ta valeur, chaque fois que tu penses que tu vas échouer avant même d'essayer, chaque fois que tu es paralysé face à une opportunité, ce qui agit n'est pas ta véritable conscience, c'est le vieux théâtre qui se met en marche à nouveau. L'erreur n'est pas d'écouter ces voix. Elles sont inévitables. L'erreur est de les croire, de leur céder le contrôle, de permettre qu'elles dictent les décisions qui devraient naître de ta nouvelle identité, pas de tes vieilles cicatrices. L'esprit humain n'est pas conçu pour le bonheur automatique, il est conçu pour la survie. Et une partie de cette survie, dans les temps anciens, était de se méfier, d'avoir peur, de ne pas prendre trop de risques.
Le problème est qu'aujourd'hui, nous ne luttons pas pour survivre dans une grotte. Nous luttons pour vivre vraiment. Et pour cela, il faut apprendre à voir la peur comme un mauvais conseiller, pas comme un maître. Reconnaître les vieilles voix n'est pas une faiblesse. C'est une force brutale. Parce que tu ne peux surmonter un ennemi que tu sais qu'il existe. Tu ne peux gagner une guerre que tu reconnais que tu es en train de mener. Prétendre que tu n'as pas peur, que tu n'as pas d'insécurité, que tu n'as pas de blessure, c'est la recette parfaite pour continuer à être contrôlé par elle depuis l'ombre. Quand tu entends cette voix intérieure qui essaie de te convaincre que tu ne peux pas, ne te bats pas avec elle comme un fou. N'essaie pas de la faire taire à coups de cris. Regarde-la simplement et dis « Je sais qui tu es, je sais d'où tu viens, et aujourd'hui, je choisis de ne pas t'obéir. » C'est tout. La force n'est pas d'éliminer la peur, mais d'avancer malgré elle. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de ta nouvelle identité et non à partir de tes vieilles voix, tu renforces une nouvelle connexion mentale. Chaque décision consciente est un coup porté au vieux théâtre qui te gardait prisonnier. Chaque petit acte de rébellion interne est une victoire qui construit ta liberté. Ne te trompe pas en pensant qu'un jour, tu te réveilleras sans peur, sans doute, sans voix interne, essayant de t'arrêter. Ce jour n'arrivera pas. Ce qui peut arriver, c'est le jour où ces voix ne signifieront plus rien, où tu pourras les écouter comme on entend le bruit de fond d'une ville lointaine, présente, oui, mais sans importance. Aujourd'hui, tu peux rester assis dans le même théâtre que toujours, applaudissant les mêmes scènes de douleur déguisées en vérité. Ou tu peux te lever, marcher vers la sortie et commencer à écrire ta propre pièce, libre de vieilles chaînes. Les voix seront toujours là, mais tu n'as plus à leur obéir. 8. Ancrer ton engagement avec de petits rituels qui te maintiennent éveillé. Un bateau peut avoir le meilleur moteur, le meilleur capitaine et le meilleur équipage, mais s'il ne jette pas l'ancre lorsqu'il arrive au port, les courants l'emporteront à la dérive sans qu'il s'en rende compte. Il en va de même pour ton esprit. Tu peux avoir les meilleures intentions, les objectifs les plus clairs, le désir ardent de te transformer. Mais si tu n'ancres pas ton engagement tous les jours avec des actes concrets, les courants invisibles de l'habitude, de la paresse et de l'oubli te ramèneront à la rive habituelle, celle où ta vieille vie t'attend toujours à bras ouverts. Le changement réel ne se soutient pas seulement par la force de la volonté. Il se soutient par des rituels quotidiens qui maintiennent vivant le feu intérieur, même lorsque tout à l'extérieur pousse à l'éteindre. De petits actes qui, en apparence, peuvent sembler insignifiants, mais qui ont un poids brutal dans ton subconscient. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques ni de promesses vides criées à l'univers. Il s'agit de choisir, tous les jours, une action minimale mais sacrée qui te rappelle qui tu es et où tu vas. Les rituels sont des rappels physiques de ta nouvelle identité. Ils ne sont pas négociables. Ils ne dépendent pas de comment tu te sens ce jour-là, ni de combien d'excuses tu peux inventer. Ce sont des ancres qui plantent ta volonté sur terre, même si tout en toi veut prendre la fuite. Cela peut être aussi simple qu'écrire 3 choses pour lesquelles tu t'engages avant de commencer la journée. Cela peut être de répéter à haute voix ton but en regardant ton reflet dans les yeux. Cela peut être de remercier debout, les poings fermés, chaque petite avancée, même si elle semble insignifiante. Peu importe le rituel que tu choisis. Ce qui importe, c'est que tu le respectes comme quelque chose de sacré, pas comme un caprice, pas comme quelque chose d'optionnel, mais comme le prix minimum que tu paies quotidiennement pour construire ta nouvelle vie. L'esprit se forme sur la base de la répétition et de l'émotion. Chaque fois que tu effectues un petit rituel en pleine conscience, tu envoies un signal puissant. C'est important, c'est moi, c'est réel. Et chaque fois que tu échoues, ce n'est pas seulement un oubli. C'est une occasion perdue de renforcer ta nouvelle identité. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, des jours où ton ancien esprit criera plus fort, des jours où tout semblera inutile. Et c'est précisément ces jours-là que le rituel démontre sa véritable valeur. Non pas parce qu'il résout magiquement les problèmes,
mais parce qu'il te rappelle que tu n'es pas dans cette lutte par caprice, mais par nécessité vitale. Les petits rituels ne sont pas pour quand tout va bien, ils sont pour quand tout tremble. Ils sont pour quand l'inertie du passé veut te ramener et toi, bien que tremblant, tu plantes tes ongles dans ton but et tu dis « Aujourd'hui aussi je lutte, aujourd'hui aussi je choisis ». Ne sous-estime pas le pouvoir des actes minimaux. Tu n'as pas besoin de transformer ton monde d'un coup pour changer ta vie. Tu as besoin d'agir, 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 un jour à la fois, sans donner de répit à l'ancien esprit qui veut te voir tomber. Un engagement qui n'est pas honoré chaque jour meurt. Une transformation qui n'est pas renforcée se dissout. Et un rêve qui n'est pas ancré dans la réalité est emporté par le vent avant que tu puisses le toucher. Aujourd'hui, choisis ton rituel. Fais-en ton ancre. Défends-le comme un guerrier défend son étendard au milieu du chaos. Parce que tant que tu as ton ancre, tant que tu respectes ton engagement quotidien, rien ne pourra t'entraîner loin du port où tu es destiné à arriver. Il y a un moment précis où tout change. Il n'y a pas de musique épique, il n'y a pas de lumière, personne ne t'applaudit. C'est silencieux, brut. Cela se produit presque toujours lorsque tu es seul, regardant le plafond à 3 heures du matin, ou en te voyant dans le miroir, te demandant à quel moment tu es devenu quelqu'un qui survit plutôt que de vivre. Et là, sans que personne ne le remarque, tu prends une décision. Tu ne la dis pas à voix haute, tu ne l'écris même pas, mais quelque chose en toi meurt. Et autre chose, plus féroce, plus honnête, commence à naître. Cette vidéo est pour ce moment. Pour quand tu ne te soucies plus d'avoir raison, mais des résultats. Pour quand tu en as assez de tes propres excuses. Pour quand tu as compris que remettre à plus tard n'est rien d'autre que de te suicider en petites doses. Je ne suis pas venu te parler en tant que coach Instagram. Je suis venu te parler en tant que quelqu'un qui en a assez de voir des gens avec du feu à l'intérieur vivre comme s'ils étaient éteints. Ce n'est pas un beau discours. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te maintient confortable, mou et confus. Tu veux transformer ta vie? Alors commence par arrêter de chercher des coupables, parce que personne ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Et le temps ne t'attend pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour paraître sage. C'est une façon de vivre avec les pieds sur terre et l'âme enflammée. C'est regarder la réalité en face, sans anesthésie, et pourtant décider d'agir avec fermeté. C'est de la discipline, du silence, de la clarté, et surtout de l'action. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 façons de te briser de l'intérieur, pour que tu te reconstruises plus fort, plus libre et plus toi. Mais n'attends pas de douceur, c'est du feu, c'est de la boue, c'est du vrai travail. 1. Rompre le pacte avec l'oreiller. Dormir n'est pas le problème. Le problème est cette seconde précise où le soleil commence à filtrer par la fenêtre et ton corps sait qu'il est temps de se lever. Mais tu décides de te trahir une fois de plus. Ce moment est une bataille silencieuse, une guerre quotidienne entre la version de toi qui veut plus et celle qui se contente. L'oreiller, à cet instant, n'est pas seulement un oreiller. C'est une promesse brisée. C'est le pacte avec ta faiblesse. Rompre le pacte avec l'oreiller ne concerne pas le fait de se lever tôt pour être à la mode ou pour une productivité vide. C'est un acte symbolique. C'est la première bataille de la journée. Et celui qui perd là a déjà perdu avant de quitter la maison. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas ici pour obéir au corps, mais pour entraîner la volonté. Et la volonté est mise à l'épreuve juste là, sur le champ de bataille de chaque matin. La plupart ne comprennent pas. Ils pensent que le problème est la fatigue ou qu'il manque de motivation. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent transformer leur vie sans rompre le cycle de l'indulgence. Et cela n'existe pas. Tu ne peux pas construire une vie forte sur des fondations de paresse. Épictète disait « Dès que tu te réveilles, garde à l'esprit que ce que tu dois faire est de travailler comme un être humain, pas comme une victime, pas comme un enfant cherchant la permission, comme un être humain responsable de sa vie. Dormir plus que nécessaire, quand tu n'en as plus besoin, est une forme déguisée de fuite.
fuir le jour, tes devoirs, ton potentiel. Et tu sais ce qui est le plus tragique? Que cette fuite semble innocente. 5 minutes de plus. Mais 5 minutes de plus chaque jour, pendant 1 an, sont des heures volées à ta propre transformation. Des heures que tu ne récupéreras jamais. Des heures pendant lesquelles tu aurais pu devenir qui tu dis vouloir être. Rompre le pacte avec l'oreiller est un acte de rébellion. C'est regarder le confort dans les yeux et lui dire qu'il ne commande plus. C'est te traîner si nécessaire, mais te lever. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela forge le caractère. Parce que chaque fois que tu choisis de sortir du lit sans y penser, tu entraînes quelque chose de plus grand. Ta capacité à agir sans dépendre de tes sentiments. Et oui, ça va faire mal. Ton corps va protester. Ton esprit va supplier. Mais c'est le signe que tu fais ce qu'il faut. Si ça ne fait pas mal, ça ne change pas. Si ça ne dérange pas, ça ne transforme pas. Et dans un monde qui idolâtre le confort, tu décides d'être celui qui dérange, celui qui se lève avant les autres, celui qui construit quand personne ne regarde. Il ne s'agit pas d'être un martyr, il s'agit d'avoir le contrôle. Le stoïcien ne méprise pas le repos, mais il ne le place jamais au-dessus de son devoir, parce qu'il sait que la vie ne lui doit rien et que chaque matin qui commence est une occasion de prouver qu'il est à la hauteur de son but. Alors demain, quand le réveil sonnera, ne réfléchis pas, ne négocie pas, ne cherche pas de raison. Lève-toi simplement. Fais-le comme quelqu'un qui sait que la vie lui échappe. Fais-le comme quelqu'un qui en a assez d'être son pire obstacle. Fais-le comme quelqu'un qui est prêt à rompre avec sa version faible et à commencer à vivre sérieusement. Parce que si tu ne peux pas te vaincre au réveil, comment espères-tu te vaincre dans ce qui compte vraiment? 2. Enterre tes plans. Laisse parler tes actes. Les plans sont jolis. Ils ont l'air bien sur le papier. Ils donnent une fausse sensation de contrôle, comme si le simple fait de les écrire suffisait à faire bouger l'univers en ta faveur. Mais la vérité est que le monde ne change pas avec des idées. Il change avec des faits, avec des pas fermes, avec des décisions prises en silence et exécutées, même si personne ne les applaudit. Imagine un cercueil. Ce n'est pas pour enterrer tes rêves, c'est pour enterrer cette version de toi qui ne cesse de parler, mais qui n'agit jamais. Celle qui est toujours en préparation, en attente du bon moment, en planification pour quand tout sera parfait. Il faut faire taire cette voix, pas avec des cris, avec de l'action. Le stoïcisme ne parle pas de promettre, il parle d'être. Sois le genre de personne qui n'a pas besoin d'annoncer ce qu'elle va faire parce qu'elle le fait déjà. Comme le disait Marc Aurèle, arrête de parler de ce qu'un bon être humain devrait être, sois-en un. Le bruit de tes paroles n'a aucun poids si tes actions ne le soutiennent pas. Tu veux du respect? Gagne-le. Tu veux de la discipline? Montre-la. Tu veux des résultats? Bouge. Chaque fois que tu annonces quelque chose avant de le faire, tu affaiblis ton énergie. Tu lances de la fumée avant d'allumer le feu. Et le pire, c'est que ton esprit commence à croire que tu as déjà accompli quelque chose, simplement en parlant. Le vrai changement est silencieux. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne cherche pas l'approbation. Il se fait dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Il se construit pendant les heures où tu pourrais dormir, mais tu décides d'avancer. Pendant les jours où tout en toi veut t'abandonner, mais tu choisis de continuer. Enterrer tes plans est un acte d'humilité. C'est dire, je n'ai pas besoin que le monde sache ce que je vais faire. Ils le remarqueront de toute façon quand ils verront ce que je construis. Tes résultats parleront pour toi. Ta discipline sera ta présentation. Et cela vaut plus que n'importe quel discours. Beaucoup de gens se perdent dans l'illusion des objectifs. Ils font des cartes, des chronogrammes, des tableaux pleins de dates. Mais ils ne font pas le premier pas. Ils sont occupés à planifier le sommet alors qu'ils n'ont même pas quitté le sol. À quoi bon avoir l'itinéraire si tu n'es pas prêt à marcher? Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu parlé de quelque chose que tu n'as jamais fait? Combien de fois as-tu crié tes objectifs aux 4 vents juste pour te sentir précieux pendant quelques minutes? Ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus de discours. Tu as besoin d'actions constantes, silencieuses, quotidiennes.
même si elle est minime, même si elle est inconfortable, même si personne ne le remarque. Le monde n'a pas besoin d'entendre plus de toi. Il a besoin de te voir bouger. Parce que les mots ne changent pas les vies, les décisions le font. La prochaine fois que tu ressens le besoin de parler de tes plans à quelqu'un, arrête-toi, respire et souviens-toi de ceci. Ce qui est dit se disperse, ce qui est fait se solidifie. Tais-toi, concentre-toi, agis et laisse le temps faire en sorte que tes résultats soient si évidents que tu n'auras plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. La vie ne récompense pas celui qui promet le plus, elle récompense celui qui réalise le plus. Alors enterre tes plans et commence à construire ta légende avec les pieds, pas avec la bouche. 3. Chasse une excuse et démonte-la avec des faits. Les excuses sont comme des rongeurs dans la structure de ta vie, petites, persistantes et destructrices. Elles ne font pas de bruit au début, mais si tu ne les chasses pas, elles finissent par ronger tes fondations jusqu'à ce qu'un jour tout s'effondre sans que tu saches comment cela s'est produit. Chaque personne traîne sa collection d'excuses favorites. Certaines sonnent raisonnables, presque nobles. Je n'ai pas le temps, je suis épuisé, ce n'est pas le bon moment, je dois d'abord résoudre ceci. Et pendant que tu sembles logique, ta vie reste exactement la même, sans progrès, sans direction, sans force. Le stoïcisme ne laisse pas de place à ces justifications. Épictète l'a bien dit, n'explique pas ta philosophie, incarne-la. Traduit dans le langage actuel, arrête de chercher des raisons de ne pas faire et commence à bouger. Les excuses ne se discutent pas, elles se détruisent avec des faits. Chasser une excuse est un acte d'observation brutale. Cela signifie te regarder dans le miroir sans filtre et te demander « Pourquoi suis-je toujours au même endroit ? Quelle histoire me racontais-je pour ne pas avancer ? Parce que cette histoire est ta prison. Et tant que tu y croiras, tu vivras limité. Mais il y a quelque chose de plus dangereux que les excuses, quand elles ne sonnent même plus comme des excuses, quand elles se déguisent en bon sens, quand tu ne sais plus distinguer entre une barrière réelle et une que tu as inventée pour ne pas sortir de ta zone de confort. C'est là que tu as le plus besoin de te réveiller. Chasser une excuse est la première étape, la démonter avec des faits est la deuxième, et cela implique de faire exactement ce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Tu n'as pas le temps de t'entraîner? Fais 20 minutes. Tu ne peux pas lire? Lis une page. Tu ne peux pas arrêter de mal manger? Cuisine un seul repas sain aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, il s'agit de te prouver que ton excuse était un mensonge. Chaque fois que tu agis malgré ton excuse, tu entraînes quelque chose de beaucoup plus grand qu'une habitude. Tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de motivation pour faire ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui ne croit plus en ses propres limitations. Cela vaut plus que n'importe quel accomplissement externe. Sois cruel avec tes excuses. Ne les justifie pas, ne les embellis pas, ne leur donne pas de jolis noms. Regarde-les en face et décide de les briser. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et tu n'as pas besoin de le crier au monde. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste besoin d'un fait, une action concrète, quelque chose qui dit à ton esprit « Tu ne diriges plus, c'est moi qui dirige ». Le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit d'agir avec clarté, même lorsque tu es entouré de chaos. Et une partie de cette clarté est de reconnaître quand tu te sabotes. Chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu choisis de vivre dans l'ombre de ce que tu pourrais être. Alors fais une liste, choisis l'excuse que tu répètes le plus. Et cette semaine, consacre-toi à la détruire avec de l'action. Pas pour prouver quelque chose, pas par orgueil. Fais-le parce que tu en as marre de ne pas vivre à la hauteur de ton potentiel. Fais-le parce que tu as compris que les mots ne valent rien sans les faits pour les soutenir. Chasse une excuse et prouve-lui à chaque pas qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que si tu es capable de faire cela une fois, tu seras capable de le faire toujours. Et c'est là que commence ta liberté. 4. Marche pieds nus sur des braises. Choisis le terrain difficile. La plupart des gens veulent des résultats sans douleur. Ils rêvent d'une vie forte sans passer par l'inconfort.
Mais cela n'existe pas. Personne ne se forge dans le calme. Le caractère se façonne dans la friction, dans l'inconfort, dans les jours où tout brûle et pourtant tu continues à marcher. Marcher pieds nus sur des braises est une métaphore, mais c'est aussi une invitation. Une façon de te dire que si tu veux vraiment te transformer, tu dois arrêter d'éviter le terrain difficile. Tu dois aller directement vers ce qui fait mal, ce qui est inconfortable, ce qui fait peur. Parce que c'est là que se trouve la véritable évolution. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie confortable. C'était une école de guerre intérieure. Les stoïciens savaient que la douleur fait partie de la vie et qu'on ne la surmonte pas en évitant la souffrance, mais en l'affrontant avec dignité, comme un guerrier silencieux, comme quelqu'un qui sait que le feu ne le brûle pas, il le purifie. Choisir le chemin difficile ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie arrêter de prendre le chemin facile simplement parce qu'il est plus confortable. Cela signifie dire non à la paresse, à la médiocrité, à la tentation de procrastiner. Parce que chaque fois que tu choisis le terrain difficile, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu deviens plus faible. La vie va te mettre à l'épreuve, il n'y a aucun doute. Mais tu n'as pas à attendre que le chaos arrive pour te renforcer. Tu peux le chercher toi-même, tu peux t'entraîner dans l'inconfort, te lever plus tôt que nécessaire, manger plus sainement, t'entraîner plus dur, t'exposer à ce que tu crains, parler à ceux qui te mettent mal à l'aise, prendre des décisions que tu sais correctes, même si elles font mal. C'est ça, marcher sur des braises, c'est te déplacer avec intention au milieu du feu. C'est choisir ce qui fait mal aujourd'hui pour ne pas avoir à regretter demain. Parce que si tu ne choisis pas la douleur consciente maintenant, tu finiras par vivre une douleur imposée plus tard. La douleur de n'avoir rien fait. La douleur du regret. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu évité le chemin difficile par peur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce qu'elles impliquaient de l'effort, de l'exposition ou de l'inconfort? Combien de fois savais-tu ce que tu devais faire, mais tu t'es convaincu que c'était trop? Ces décisions t'ont formé. Et si tu n'es pas là où tu veux être, c'est probablement parce que tu as choisi les chemins faciles trop souvent. Mais cela peut changer aujourd'hui. Tu peux commencer à choisir différemment. Tu peux utiliser le stoïcisme comme une épée, pas comme un bouclier. Pas pour te protéger de la douleur, mais pour l'affronter avec plus de force que jamais. Parce que le terrain difficile n'est pas ton ennemi. C'est ton gymnase, c'est ton maître, c'est le champ où se forge la version de toi que tu dis vouloir être, et tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin d'approbation, tu as juste besoin de faire un pas, puis un autre, et encore un autre, même si ça fait mal, même si ça brûle, même si la peur est présente, parce que si tu apprends à marcher sur des braises sans abandonner, il n'y aura rien qui pourra t'arrêter après. Alors la prochaine fois que tu verras deux chemins devant toi, l'un facile et l'autre difficile, n'hésite pas. Choisis le difficile, celui qui te défie, celui qui exige ta meilleure version, celui qui te force à grandir, parce que c'est le chemin qui transforme, c'est le terrain où se construit une vie qui vaut la peine. 5. Transforme ton environnement en ton complice. Ton environnement est comme le climat dans lequel tu essaies d'allumer un feu. Si tout ce qui t'entoure est du vent, de la pluie et du froid, tu peux avoir l'étincelle la plus forte, mais tôt ou tard, elle s'éteindra. Maintenant, imagine qu'au lieu de lutter contre ce climat, tu le modifies. Tu le transformes en un endroit où ton feu non seulement s'allume, mais grandit. C'est ça, transformer ton environnement en ton complice. La plupart des gens essaient de changer leur vie entourés de ce qui les a sabotés. Mêmes habitudes, même voix, même routine. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un manque de stratégie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Tu dois avoir un terrain où cette force peut se maintenir. Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Évite ceux qui te rendent pire ». Non par arrogance, mais par survie. Parce que si tu essaies de construire une nouvelle identité, tu ne peux pas continuer à être entouré de ceux qui nourrissent ton ancienne version.
Tu ne peux pas prétendre rester fort si chaque conversation, chaque stimulus, chaque endroit où tu vas te ramène à ce que tu étais. Transformer ton environnement en ton complice ne signifie pas t'enfermer dans une bulle. Cela signifie être sélectif. Cela signifie concevoir ton espace comme un terrain fertile pour ce que tu essaies de cultiver. Cela implique d'être inconfortable. Cela implique de s'éloigner de certaines personnes, changer les dynamiques, modifier les horaires, rompre les habitudes. Et cela coûte, mais cela coûte plus cher de rester où tu es. Tu veux lire plus, laisse le livre à la vue, pas dans un tiroir. Tu veux arrêter de perdre du temps sur les réseaux sociaux, supprime les applications qui ne t'apportent rien. Tu veux manger mieux, n'achète pas ce que tu sais qui te sabote. Tu veux t'entourer de personnes qui t'élèvent, cherche des espaces où l'on parle d'idées, pas de potins. Tu ne peux pas espérer avoir une vie forte avec un environnement faible. Tu ne peux pas construire de discipline si tout ce qui t'entoure te pousse à la distraction, au bruit, à la facilité. Et tu ne peux pas te transformer si tu es entouré de gens qui se moquent du changement, qui le minimisent, qui te veulent le même parce qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Mais le chemin du stoïcien n'est pas de plaire, c'est de confronter, c'est de choisir la solitude momentanée si cela signifie construire une vie avec du sens. C'est de s'éloigner du bruit même si cela te coûte, parce que ta paix, ton progrès, ton pouvoir ne valent pas moins que l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ton processus. Transforme ton espace en un sanctuaire pour ta meilleure version. Rends-le inconfortable pour la médiocrité. Remplis-le de rappels de qui tu essaies d'être. Phrases, livres, outils, habitudes, personnes. Tout ce qui est nécessaire. Et fais-en ta norme. Pas quelque chose de temporaire. Pas quelque chose que tu appliques seulement quand tu te sens motivé. Fais-en une partie de ton identité. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de volonté, il s'agit de stratégie. Il s'agit de comprendre que l'environnement que tu tolères est l'avenir que tu choisis. Si tu t'entoures de chaos, tu auras un esprit chaotique. Si tu t'entoures de clarté, tu agiras avec fermeté. Alors, regarde-le avec une honnêteté brutale. Ton environnement actuel est-il un allié ou un ennemi de la vie que tu veux construire? Si la réponse n'est pas claire, tu sais ce qu'il faut faire. Change le terrain et tu verras comment tout le reste change. 6. Parle seulement quand le silence a tout dit. Imagine que chaque mot que tu prononces soit une flèche. Si tu parles sans penser, tu tires en l'air, sans direction, sans but. Mais si tu parles avec intention, chaque mot devient un projectile précis qui va droit au but. Le silence, alors, n'est pas une absence, c'est la corde tendue de l'arc. Et quand tu parles, ce devrait être parce qu'il ne reste plus rien à ajouter à cette tension. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions sans fondement, de phrases vides répétées par inertie, apprendre à se taire devient un acte de pouvoir. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu choisis de réserver ta voix pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne condamne pas la parole, mais il l'exige. Sénèque le disait clairement, la plupart de l'humanité parle au lieu de vivre. C'est-à-dire, ils parlent par anxiété, par habitude, par peur du vide. Et dans ce bruit constant, leur message se perd, leur énergie se dissipe, leur présence se dilue. Parler seulement quand le silence a tout dit est un acte de maîtrise de soi. Cela signifie penser avant d'ouvrir la bouche. Cela signifie choisir le moment, l'intensité, le message. Cela signifie que ta voix n'est pas une soupape d'échappement émotionnel, mais un outil de transformation. Et cela coûte, parce que nous sommes entourés de personnes qui parlent sans penser, qui crient pour combler leur insécurité, qui donnent leur avis juste pour se sentir exister. Dans ce chaos, celui qui se tait semble faible. Mais en réalité, il est le plus fort. Celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui maîtrise ses impulsions. Celui qui ne se trahit pas pour s'intégrer. Il y a des moments où le silence parle plus clairement que n'importe quel discours. Un silence soutenu face à la critique. Un silence ferme face à la provocation. Un silence respectueux face à la douleur d'autrui. Là, dans ce vide apparent, se trouve ton véritable pouvoir.
Parce que celui qui sait se taire avec intention, sait aussi parler avec impact. Parle moins, observe plus, écoute plus, analyse ce que tu dis. Demande-toi, est-ce que cela construit ou est-ce que cela décharge seulement? Est-ce nécessaire ou est-ce de l'ego? Est-ce que cela ajoute ou fait seulement du bruit? Chaque mot compte, chaque mot laisse une trace. Et si tu n'en es pas conscient, tu finis par remplir ta vie de promesses brisées, de commentaires inutiles et de phrases que tu souhaiterais ne pas avoir dites. Le stoïcisme enseigne que nous devons parler comme nous agissons, avec fermeté, avec clarté, avec un but. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'affiner. Ta parole doit avoir le poids de tes actes, elle doit refléter ton processus, elle doit être aussi rare et précise qu'un bijou taillé à la main. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de parler, attends une seconde, respire. Observe si le silence a tout dit, et si c'est le cas, reste ferme. Parce qu'à ce moment-là, tu exerces un type de pouvoir que peu de gens comprennent, celui de ne pas réagir, celui de maintenir ton énergie, celui de parler seulement quand c'est nécessaire. Parler moins n'est pas se taire par peur, c'est parler à partir de la sagesse, de la tranquillité, de l'autorité de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Parce que lorsque tu choisis bien tes mots, chacun d'eux devient impossible à ignorer. 7. Bouge même si ton corps crie « je ne veux pas ». Ton corps est comme un animal sauvage qui n'a pas encore été domestiqué. Il réagit par instinct, recherche le plaisir immédiat, veut du confort, du repos, de la nourriture, de la chaleur. Et quand quelque chose fait mal ou dérange, il crie. Mais tu n'es pas seulement un corps, tu es un esprit, volonté, direction. Et si tu laisses cet animal te gouverner, tu vas vivre comme un esclave avec une laisse invisible. Le stoïcien ne nie pas le corps. Il l'entraîne, il l'observe, il l'écoute, mais ne s'agenouille pas devant lui. Parce qu'il sait que si chaque décision dépend de comment il se sent, alors il ne fera jamais ce qu'il doit faire. Il ne bougera jamais quand il en a le plus besoin. Et il finira piégé dans le même cycle de paresse, de procrastination et de stagnation. Bouge même si ton corps crie « je ne veux pas », parce que c'est là que commence le véritable pouvoir. Quand tout en toi supplie d'arrêter et que tu continues, quand tu n'attends pas que le corps ait envie, mais que tu le traînes avec toi, même si ça fait mal, même si ça tremble, même si ça résiste. Pense-y, combien de choses as-tu arrêté de faire parce que tu n'avais pas d'énergie? Combien de fois t'es-tu dit que tu étais fatigué, que ce n'était pas le moment, que ce serait mieux demain? Ce « je ne veux pas » t'a arrêté tant de fois qu'il est devenu une partie de ton identité. Mais ça ne doit pas continuer ainsi. Le corps a besoin de guide, pas de permission. Et ce guide vient de ton esprit, de cette partie de toi qui sait ce que tu veux construire, même si le corps l'oublie au milieu de la fatigue ou de l'inconfort. Parce que transformer ta vie ne consiste pas à le faire quand tu te sens bien. Il s'agit de le faire malgré le fait que tu ne te sens pas bien. Il y aura des jours où tu ne voudras pas t'entraîner, tu ne voudras pas travailler, tu ne voudras pas penser, tu ne voudras rien faire. Mais c'est justement ces jours-là qui définissent ton caractère. Parce que n'importe qui peut bouger quand il est inspiré. Ce qui est difficile, c'est de bouger quand il n'y a rien pour te motiver, sauf ta décision de ne pas abandonner. Marco Aurelio l'a écrit sans détour. Au lever du jour, quand tu as du mal à te lever, souviens-toi que ta nature est de travailler. Tu n'es pas venu au monde pour te cacher entre les draps, ni pour vivre en fuyant l'effort. Tu es venu pour manifester ton but, et cela n'arrive que lorsque tu décides d'agir, même quand tout en toi dit le contraire. Romps le lien entre envie et action. Élimine cette dépendance émotionnelle. Parce que si tu attends de te sentir prêt à bouger, tu arriveras en retard à ta propre vie. Bouge d'abord, le corps s'adaptera, l'esprit le suivra, l'énergie viendra ensuite comme une récompense à ta décision, pas comme une condition préalable. Et il ne s'agit pas de devenir une machine, il s'agit de récupérer ton pouvoir, de te prouver que tu n'es pas fait d'excuses ni de limites apprises. Tu es fait de décisions.
de pas fermes, d'une volonté qui s'entraîne tous les jours, comme un muscle invisible qui grandit chaque fois que tu agis quand tu ne veux pas. Alors, la prochaine fois que ton corps dira « je ne veux pas », ne discute pas, n'explique pas, ne cherche pas de motivation dans les vidéos ou les phrases des réseaux sociaux. Bouge simplement. Un pas, une répétition, une action. Et avec ça, tu es déjà en train de gagner. Parce que si tu es capable d'avancer même quand ton corps crie pour que tu t'arrêtes, il n'y a rien dans cette vie qui puisse te freiner. 8. Regarde ta peur droit dans les yeux et écris-la. La peur est comme une ombre. Elle t'accompagne toujours, mais ne grandit que lorsque tu lui tournes le dos. Tu l'ignores, tu l'évites, tu fais semblant qu'elle n'est pas là. Et soudain, elle devient gigantesque, immense, intouchable. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, quand tu la confrontes les yeux grands ouverts, tu te rends compte de quelque chose. La plupart de tes peurs ne sont que de la fumée. Des cauchemars mentaux alimentés par le silence. Le stoïcisme n'enseigne pas à éliminer la peur, mais à la comprendre, à la disséquer, à la mettre sur la table, parce que ce qui n'est pas nommé te contrôle. Et ce qui est confronté perd de son pouvoir. C'est pourquoi ce point est un défi, un acte de courage intime. Pas de coups ni de cris, pas de démonstration au monde, juste toi, ta peur et une feuille blanche. Écris ce que tu crains, sans filtre, sans honte. Écris-le comme si personne d'autre ne devait le lire, comme si tu dénudais ton âme devant le miroir. Tu peux craindre l'échec, être seul, ne pas être suffisant, perdre quelqu'un, ne pas répondre à tes attentes. Tu peux avoir peur du rejet, du jugement, de la douleur physique, de ne rien accomplir. Écris tout, parce que la peur ne supporte pas la lumière de la conscience. Et chaque mot que tu lui donnes lui arrache de la force. Les stoïciens faisaient face à la mort tous les jours, non par morbidité, mais par préparation. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, parce que lorsque tu acceptes cela, tout le reste perd de son poids. L'opinion des autres, la peur de l'échec, la peur du ridicule. Qu'est-ce que tout cela importe si tu sais déjà que ton temps est limité? Regarde ta peur droit dans les yeux. Ne l'embellis pas, ne la nie pas, parce que c'est là que se trouve la porte qui mène à ta liberté. Derrière chaque peur affrontée, il y a une version de toi plus forte, plus éveillée, plus réelle. La plupart des gens vivent en fuyant. Ils changent de ville, de partenaire, de travail, de routine, mais la peur les suit, parce qu'elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est un parasite mental qui ne se désactive qu'avec une confrontation consciente. Et cette confrontation commence lorsque tu l'écris, lorsque tu la nommes, lorsque tu la définis. Écrire ta peur est un acte stoïcien parce qu'il exige une brutalité sincère. Il te force à abandonner les excuses, les ornements, les masques. Il te laisse face à ta propre vulnérabilité. Et à ce moment-là, dans cette crudité, quelque chose change. Tu cesses d'être otage, tu reprends le contrôle. Et ensuite, tu agis malgré la peur. N'attends pas qu'elle disparaisse, cela n'arrivera pas. Mais tu peux bouger avec elle à tes côtés. Tu peux avancer en tremblant. Tu peux prendre des décisions même si ton cœur bat fort. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à avancer même si elle est présente. Regarde ta peur, écris-la, lis-la. Et ensuite, brise-la, brûle-la. Fais ce que tu dois faire avec elle, mais ne l'ignore pas, parce que chaque jour où tu l'évites, tu te fais plus petit. Mais chaque jour où tu l'affrontes, tu deviens plus libre. C'est la dernière étape, mais c'est aussi la première d'une vie différente. Une vie où tu décides, pas ta peur. Où tu écris ton histoire, pas tes excuses. Où tu avances les yeux grands ouverts, même si le chemin tremble sous tes pieds. Parce que si tu peux regarder ta peur droit dans les yeux, alors il n'y a rien que tu ne peux pas regarder, ni faire, ni transformer.